Nous sommes le 15 mars de l'an 44 avant Jésus-Christ. Rome, cœur d'un empire en pleine expansion, est sur le point de basculer dans une nouvelle ère. Ce matin des Ides de Mars, un jour festif dédié au dieu de la guerre, Jules César, premier consul de Rome, est attendu au Sénat. L'Aruspice Purina, une prêtresse qu'il conseille, met en garde César contre les Ides de Mars. La veille, sa femme, Calpurnia, a elle aussi fait un cauchemar terrifiant où elle voit sa statue couverte de sang et le supplie de ne pas se rendre au Sénat. César hésite, mais un sénateur se rend chez lui et le persuade de venir. Il ridiculise les devins et l'incite à ne pas décevoir les sénateurs convoqués. Arrivé à la Curie, siège du Sénat à Rome, César est rapidement encerclé par les conjurés. Lucius Tillius Cimber s'approche de lui en le suppliant de rappeler son frère exilé. Pendant ce temps, Trébonius écarte Marc-Antoine pour l'empêcher d'intervenir. Soudain, Tillius Cimber saisit la toche de César, découvrant son épaule. C'est le signal. Casca est le premier à frapper, blessant César à la gorge. César se défend avec son poinçon et blesse Casca au bras, mais il est rapidement submergé par le nombre. 23 sénateurs se jettent alors sur lui et le poignardent. Selon Suétone, en voyant Brutus parmi les assaillants, César aurait prononcé en grec, et non en latin comme tout le monde pense, « kai sou teknon », souvent traduit par « toi aussi, mon enfant ». Frappé de 23 coups de couteau, Caius Julius César, 56 ans, s'effondre au pied de la statue de Pompée, son rival défunt. C'est le chaos dans l'Assemblée. Les conjurés s'enfuient, laissant derrière eux le corps du dictateur, gisant dans son sang. Les assassins croyaient qu'en éliminant le tyran, l'ancien ordre serait rétabli. Mais leurs espoirs seront rapidement déçus. Et si se débarrasser du despote signifiait aussi tuer la République romaine? Ich bin ein Berliner. Le Mahatma Gandhi, l'apôtre de la non-violence, a remporté la plus belle victoire. Lee Oswald has been shot. Mr. Sakabi passed away. Scène de crime. L'assassinat est politique. Caius Julius César naît le 13 juillet en -100 avant Jésus-Christ à Rome. Il est issu d'une famille patricienne, une noblesse ancienne qui aurait pour ancêtres les fondateurs même de Rome. Du côté paternel, les Iulii, on ne compte pas d'ancêtres ayant atteint le consulat, la magistrature suprême. Du côté maternel, par contre, les Aurélie, la famille est plus reconnue, avec plusieurs consuls parmi ses ancêtres. Malgré cela, la famille de César n'est pas très argentée. Elle habite le quartier de la Subure, au nord de Rome, un coin populaire et malfamé où fleurissent maisons closes et criminalité. Son père, sénateur et magistrat, oriente l'éducation de son fils pour en faire un homme politique. Des instructeurs personnels lui apprennent à écrire et lire le latin, mais aussi le grec, une langue que tout Romain cultivé se doit de connaître. On lui enseigne également la prise de parole en public et la rhétorique. En parallèle de cette éducation intellectuelle, il suit aussi une formation militaire. Fin stratège, il se fait remarquer par son aisance en athlétisme, en natation et en équitation. Un parcours tout tracé qui sera pourtant perturbé par un drame personnel. En effet, son père, Caius Julius César III, meurt subitement alors que César n'a que 15 ou 16 ans. Excellent orateur, le jeune homme se lance brièvement en politique avant d'entamer une carrière militaire. Espagne, Grèce et même Asie, ses campagnes lui permettent de se faire un nom à Rome. À son retour, Caius Julius César retourne à la vie publique. Il s'investit pour bouleverser le système politique romain. Depuis de nombreuses années, Rome est agitée par des conflits internes. La République romaine est scindée en deux. Deux partis politiques s'affrontent. Les optimates d'un côté, un parti conservateur qui représente l'aristocratie et l'oligarchie. Le parti prône une gouvernance par et pour les citoyens les plus aisés de Rome. Et en face, les populares. Opposés en tout point aux optimates, ils veulent donner plus de pouvoir au peuple de Rome. César a facilement choisi son camp,
comme nous l'explique Pierre Renucci, historien du droit et auteur de plusieurs ouvrages sur les empereurs romains. Les liens familiaux jouaient beaucoup dans l'affaire. Et il se trouve que la famille de César faisait partie penchait plutôt pour les populares. Et tout naturellement, il a commencé sa carrière plutôt du côté des populares plutôt que du côté des optimates. Et il a tout de suite compris que la République romaine telle qu'elle existait était pourrie, était foutue, et qu'il fallait passer à autre chose. Mais ça, il l'a compris, je pense, extrêmement vite. Ça a donc été un populares convaincu, avec, je dirais, la violence en moins. Il a toujours essayé de faire couler le sang le moins possible. César lance alors des actions en justice contre la noblesse et organise, à grands frais, des jeux grandioses au cirque. Son objectif ? Séduire le peuple et le rallier à lui. Et cela fonctionne. Il se fait un nom à Rome et obtient le soutien de la plèbe. Ce soutien lui permet d'être nommé proconsul, ou gouverneur, en 59 avant Jésus-Christ. Le Sénat le charge alors d'administrer la Gaule narbonnaise, un vaste territoire à cheval entre le sud de la France et le nord de l'Italie. Et il va légèrement dépasser ses fonctions. Opportuniste, César profite des querelles entre les tribus gauloises pour conquérir progressivement l'intégralité de la Gaule. 8 ans plus tard, en 51 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est sous occupation romaine. La victoire de César est totale, retentissante. Parvenu à Rome, la nouvelle fait grand bruit, comme nous l'explique Pierre Renucci. César en a tiré naturellement une grande gloire. Et tellement grande que ça a un petit peu inquiété Rome, qui naturellement se demandait ce qu'on allait faire de César. Alors évidemment, on a voulu le destituer, on a voulu faire en sorte qu'il ne puisse plus être consul en arrivant, qu'il ne puisse plus avoir de magistrature, on a voulu le désarmer. Mais le désarmer, ça voulait dire le tuer, ça voulait dire qu'on avait peur de lui. Pourquoi ? Parce qu'on était toujours en cette période de guerre civile. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce conflit entre les optimates et les populares, et on ne savait pas comment en sortir. Son ascension inquiète et attire l'attention de ses rivaux. Son principal adversaire, Pompée, tente de l'empêcher de revenir à Rome auréolé de gloire. Mais c'est sans compter sur l'obstination de César, qui rentre à la capitale et élimine ses rivaux, un à un. Jules César est au sommet de sa gloire après avoir conquis la Gaule et s'être posé en défenseur du peuple. Il domine Rome. Il a profondément changé la République avec ses victoires et ses réformes. Pourtant, son ambition et sa concentration des pouvoirs inquiètent certains sénateurs. Ils craignent qu'il ne veuille devenir roi. Un sacrilège pour la République. Le titre de roi est honni à Rome depuis que le dernier roi, Tarquin le Superbe, a fait régner la terreur sur la ville. Dans cette atmosphère tendue, un complot se forme. Un groupe de sénateurs, qui se fait appeler les Liberatores, décide d'éliminer celui qu'ils perçoivent comme une menace pour la démocratie romaine. Caius Cassius Longinus, dit Cassius, nommé préteur par César, l'équivalent de général à l'époque, semble avoir été l'instigateur principal du complot. Brutus, quant à lui, descendant d'un héros républicain, est tiraillé entre sa loyauté envers César, qu'il a comblé de faveurs, et sa conviction de défendre les idéaux républicains. Au fil des mois précédant les Ides de mars, plusieurs événements alimentent les craintes des sénateurs. Des rumeurs persistantes courent. Et 2 signes semblent annoncer le renversement de la République. Premièrement, César prépare une campagne contre les Parthes, un empire prospère situé dans l'Iran actuel. Et d'après les livres sibyllins, une collection d'oracles grecs gardés à Rome et connus pour leur valeur prophétique, seul un roi serait capable de battre les Parthes. Deuxièmement, lors de la fête des Lupercales en février 44 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine, un fidèle de César, a tenté à plusieurs reprises de placer un diadème sur la tête de ce dernier. César a refusé et ordonné qu'il soit exposé au temple de Jupiter. Cette tentative, bien que repoussée par César, renforce la conviction de ses opposants qu'il ambitionne la couronne. Le complot se précise. Plusieurs sénateurs rejoignent Cassius et Brutus. On parle d'une 60aine de conjurés au total. Ils envisagent différentes manières d'assassiner César, mais finissent par choisir la séance du Sénat du 15 mars, qui se tiendra à la Curie de Pompée. Un lieu où le dictateur sera sans sa garde personnelle et où il est interdit de porter des armes.
Le matin du 15 mars 44 avant Jésus-Christ, donc, le jour des Ides de mars, César hésite à se rendre à la curie où se réunit le Sénat. Pierre Renucci. Alors finalement, il a voulu faire prévenir Marc-Antoine qu'il annulait la réunion au Sénat. Parce que là, bon, il y avait trop de choses, lui-même avait cauchemardé, sa femme avait cauchemardé, enfin bon, il y avait une très mauvaise ambiance. Là-dessus arrive un des conjurés qui lui dit: «Mais tu peux pas laisser tomber pour une histoire de cauchemar. C'est pas parce que ta femme a fait un cauchemar que tu ne vas pas te rendre au Sénat. Ce serait une insulte pour les sénateurs.» Alors, il s'est laissé convaincre et il y est allé. Il est rentré donc dans sa voiture et à ce moment-là, vous savez, il y a toujours quand César se déplaçait, il y avait une foule qui venait lui jeter des placets c'est-à-dire des petits billets, des suppliques pour lui dire: «Pense à ceci, pense à cela», voilà. Donc la foule lui envoyait ces messages et à un moment, il y a un personnage qui est arrivé, un ami à lui qui s'appelait Artémidore, qui était un professeur de philosophie, un professeur de grec et qui était non seulement son ami, mais qui avait été l'ami de son père. Il a essayé de fendre la foule, il a hurlé: «Donnez ce message à César, donnez ce message à César.» Mais il y avait énormément de monde et les auteurs anciens racontent qu'il a réussi quand même à jeter ce papier, mais il en avait des centaines dans sa voiture. Il n'a pas eu le temps de les lire et Artémidore lui disait, paraît-il expressément, en citant des noms, qu'il allait être tué au Sénat pendant la réunion. Mais il n'a jamais lu ce message. Alors, ça a marché, malheureusement, parce que lui-même n'y a pas cru et parce que tous ceux qui ont essayé de l'avertir en ont été empêchés. César entre au Sénat sans armes. Et la suite est restée célèbre. Un sénateur l'interpelle et donne le signal aux autres conjurés. Une vingtaine d'entre eux fondent alors sur César et le poignardent. L'incident est aussi brutal que soudain. Quelques secondes à peine. Julius Caius César s'effondre. La panique s'installe dans la curie. Les conjurés, tout comme les fidèles du dictateur, s'enfuient en tous sens, chacun craignant pour sa propre vie. César gît seul, au pied de la statue de Pompée, son rival défunt, le corps lardé de 23 coups de couteau. Ainsi s'achève la vie et l'œuvre de l'un des plus illustres dictateurs romains. Dans les heures qui suivent l'assassinat de César, les assassins, qui se nomment eux-mêmes Liberatores, tentent de rallier le peuple romain à leur cause. Mais la foule, hostile, oblige les assassins à fuir et se réfugier dans le temple de Jupiter, sur le mont Palatin. Pierre Renucci. C'est Marc-Antoine qui va prendre les choses en main. Il a regroupé ses amis assez rapidement dans la journée, hein. Et puis il a tenu conseil. Donc l'Épide lui dit: «Je te conseille qu'on en finisse. Ils sont pas nombreux. En gros, on leur rentre dedans, on les tue et on n'en parle plus.» Marc-Antoine, lui, était un peu plus fin. C'était un politique, pas seulement un militaire. Et il a dit: «Oui, mais si on verse encore le sang, on va tuer effectivement les 25 ou 26 personnes qui ont assassiné César, mais ça ne changera rien. Ça continuera. Il faut faire autrement.» Alors qu'est-ce qu'il fait? Il convoque le Sénat pour le surlendemain. C'était un politique et il a compris une chose, c'est que tout le monde mangeait dans la main de César et que donc ils auraient beaucoup de mal, les sénateurs, même les anti-césariens, à légitimer l'assassinat de César. Parce que c'est ce que voulaient les conjurés, hein. Ils voulaient dire que César était un tyran et donc il fallait tuer ce tyran et que les tyrannicides étaient des gens qui avaient agi pour le bien de la République. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Marc-Antoine? Il est arrivé, il lui a prononcé un discours. Il a dit: «Voilà, on a tué César. César était protégé par les dieux, vous le savez, hein, qui en faisaient un personnage sacré, on ne pouvait pas y toucher. En outre, tout le Sénat lui avait juré allégeance et donc ils étaient tous parjures. Eux aussi avaient violé la Constitution. Peut-être César l'avait-il violée en se faisant nommer dictateur à vie, certes,
Mais les autres aussi l'avaient violé, donc personne n'était blanc-bleu. Et Marc-Antoine dit ceci: vous dites que c'est un tyran. Bon, admettons, c'est un tyran. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si c'est un tyran, il n'y a pas 36 solutions, il faut annuler ses actes. Pouvez-vous me dire ici combien d'entre vous sont sénateurs grâce à lui? Antoine leur dit, c'est très simple, on va annuler tout ça. Vous ne serez plus consul, vous ne serez plus rien, ou d'ailleurs, quittez le Sénat, ceux qui veulent absolument faire de lui un tyran, parce que c'est lui qui vous a fait rentrer au Sénat. Donc il les met face à leurs responsabilités. Des funérailles publiques sont organisées et César est inhumé 5 jours plus tard sur le Forum. L'assassinat plonge Rome dans le chaos et une nouvelle période de guerre civile. Marc-Antoine, fidèle ami de César, s'est révélé lors des récents événements et représente le candidat parfait à la succession du défunt. Pourtant, à la lecture du testament de l'ancien dictateur, stupeur. Il désigne son petit-neveu et fils adoptif, Caius Iulius Caesar Octavianus, dit Octavien ou Octave, 18 ans, comme unique héritier politique et lui lègue sa fortune. Aucune mention n'est faite de son ami Marc-Antoine. Ce dernier se sent trahi. Un bref conflit éclate alors entre les deux hommes avant qu'ils ne trouvent un accord. Les deux hommes trouvent un troisième allié avec Lépide, un talentueux général fidèle à César, et forment un triumvirat, une sorte de triple alliance. Deux camps se forment alors à Rome. Les Césariens, constitués autour du triumvirat Octavien, Marc-Antoine et Lépide, et les républicains, ou optimates, qui rassemblent de nombreux nobles romains avec en figure de proue Brutus et Cassius, deux des plus influents assassins de César. Octavien se fait nommer consul en 43 avant Jésus-Christ et sa première mesure est de condamner les assassins de son père, Pierre-Enucci. Ils ont abattu purement et simplement l'oligarchie à Rome et en Italie au moyen des proscriptions. Une proscription, c'est-à-dire c'est le fait d'afficher des pancartes sur les murs. Et donc, ils avaient affiché un certain nombre de noms de personnes qui étaient condamnées à mort. Et là-dedans, on trouvait tous les chefs optimates. Et on donnait une récompense à qui apportait la tête de ces gens-là. Une sanglante purge à laquelle vont réchapper Brutus et Cassius. Les deux principaux instigateurs du complot ont quitté Rome et se sont réfugiés dans la partie orientale de l'Empire pour se préparer à la guerre. Ils lèvent des armées, prélèvent de lourds tributs et se retranchent à Néapolis, une ville située en Macédoine actuelle. Ils représentent une réelle menace et les Césariens ne peuvent les laisser prospérer. Ils lèvent donc des légions, traversent la mer Adriatique et marchent sur Néapolis. En 42 avant Jésus-Christ, les armées romaines se font face à la bataille des Philippes. Les forces sont égales, 18 légions pour Cassius et Brutus contre les 20 légions d'Octavien et Marc-Antoine. Mais le génie militaire de ce dernier fait la différence et les républicains sont battus en quelques semaines. Défaits, Cassius et Brutus se suicident pour ne pas être faits prisonniers. Cette bataille marque la fin de cette guerre fratricide et le point final à l'épuration des assassins de César. D'après l'historien Suétone, presque tous les conjurés sont morts de façon violente dans les 3 ans suivant le meurtre. Vainqueur, le triumvirat se répartit alors l'Empire. À Marc-Antoine, la Gaule et l'Orient. À Lépide, une partie de l'Espagne et de l'Afrique. Octavien, quant à lui, hérite de la partie occidentale et de Rome. Pourtant, la stabilité de l'Empire n'est qu'une illusion, vite effacée. Avide de pouvoir, Octavien ne se satisfait pas longtemps de ce partage de l'Empire. Peu de temps après, une guerre éclate entre Octavien et Marc-Antoine, Pierre-Enucci. La principale conséquence de l'assassinat de César, ça a été de mettre en lice 2 hommes d'exception, qui étaient Marc-Antoine et Octave, et de faire gagner ce dernier, et qui a mis probablement Octave en selle, et qui a permis à l'Occident d'avoir l'un des hommes politiques les plus talentueux et les plus géniaux que l'Occident ait jamais connus. Octavien, l'héritier désigné, règne enfin, seul. Il change alors de nom et se fait appeler Auguste. Peu à peu, il transforme la République romaine vieillissante en un régime autocratique, convaincu qu'il faut un souverain unique pour administrer l'Empire. Véritable génie politique,
Il se fait nommer empereur et s'arroge peu à peu les pleins pouvoirs sans rencontrer d'opposition. Sous son règne, l'Empire romain va vivre une période de stabilité et de paix relative, après plus d'un siècle de troubles politiques et de guerres civiles. Une période faste qui s'étale sur les 1er et 2e siècles après Jésus-Christ, appelée Pax Romana. Finalement, en voulant éliminer un tyran, les assassins de César ont précipité l'ascension d'un autre dictateur, tout aussi avide de pouvoir que son prédécesseur, mais plus fin politiquement.